Une forte pluie m'a forcé à m'arrêter dans un café et là, mon mari avait une autre femme assise sur ses genoux. Son visage est devenu pâle en me voyant. La femme a demandé précipitamment, « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?» Mais avant qu'elle ait pu se retourner, j'ai fait quelque chose qui les a laissés tous les deux choqués et incapables de tenir debout. Je m'appelle Stella, j'ai 36 ans et je suis chirurgienne cardiaque. Ce mardi après-midi-là, Boston a été soudainement frappé par de fortes pluies. Pas la bruine habituelle doux, mais une averse anormale, du genre avec un vent qui fouettait la rue comme si la ville elle-même essayait de me retenir. J'ai quitté l'hôpital plus tard que d'habitude, ma blouse sentant encore l'antiseptique, mon esprit épuisé après une opération de 8 heures sur un vétéran blessé dans un accident de voiture. Alors que je passais devant le quartier de Back Bay, la pluie est devenue si intense que même avec les essuie-glaces à pleine vitesse, il ne pouvait pas nettoyer le pare-brise assez vite. Je n'ai eu d'autre choix que de me tourner vers un café familier près de Beacon Street, un endroit où je m'étais arrêté d'innombrables fois après le travail, juste pour respirer quelques minutes avant de rentrer à la maison. J'ai poussé la porte. Une petite cloche a tinté au milieu de l'arôme chaud du café torréfié. Et puis, en exactement une seconde, mon monde s'est figé. Dans un coin sombre près de la fenêtre, mon mari Daniel, le directeur d'une grande compagnie d'assurance, était assis là, mais pas seul. Une femme blonde était assise complètement sur ses genoux, ses bras enroulés autour de son cou, son corps pressé contre le sien comme si c'était le seul siège qu'elle ait jamais connu. Sa main reposait sur son ventre, pas un contact désinvolte, mais l'intimité familière de ceux qui avaient fait cela bien trop de fois. Quand il a levé les yeux et m'a vu, son visage est devenu pâle en un instant. J'ai vu sa gorge se serrer comme s'il venait d'être frappé à bout de souffle. La femme sur ses genoux s'est figée au moment où elle a senti le changement. Elle a penché la tête pour le regarder, fronçant légèrement les sourcils, murmurant « Daniel, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il n'a pas répondu. Elle a demandé à nouveau, sa voix plus aiguë maintenant, mais ses yeux étaient toujours fixés sur moi comme s'il était paralysé. Au troisième essai, alors qu'elle n'obtenait toujours aucune réponse, elle a suivi son regard. Et à ce moment précis, son visage s'est vidé de sa couleur, les yeux écarquillés de panique. Elle a sauté de ses genoux comme si elle avait été électrocutée, sa tasse de café s'écrasant sur le sol avec un bruit sec qui a percé le brouhaha du café bondé. Et c'est alors, juste alors, que je n'en croyais pas mes propres yeux. J'ai reculé de 2 pas en réalisant qui elle était. Riley. Riley, la fiancée de Gabriel. Gabriel, mon meilleur ami depuis le lycée à Boston, qui m'avait soutenu dans les moments les plus difficiles de ma vie. Je suis resté figé, j'ai fait un pas en arrière par réflexe, l'esprit vide, mais chaque pièce s'est mise en place avec une précision cruelle. J'ai compris à ce moment-là qu'il ne s'agissait pas seulement de la trahison de mon mari. C'était une trahison à plusieurs niveaux entre 2 familles, 2 des relations les plus proches auxquelles j'avais jamais fait confiance. Au milieu d'un café bondé, je ne suis pas resté une seconde de plus. Je ne me suis pas approché, je n'ai pas demandé, je n'ai pas crié comme les gens imaginent toujours qu'une femme trahie le ferait. Je me suis retourné, j'ai poussé la porte et je suis sorti, laissant derrière moi l'odeur du café chaud, le cliquetis des cuillères sur les tasses, et 2 personnes prises dans un moment qu'elles pensaient ne jamais arriver. La pluie de Boston tombait toujours fort, froide et brutale. En montant dans ma voiture, la pluie battait si violemment contre le pare-brise que je n'avais plus besoin de la radio. Elle criait assez fort pour remplacer toutes les questions que je n'étais pas prête à affronter. J'ai conduit presque en pilote automatique. Les rues que je connaissais par cœur me semblaient soudainement inconnues. Les feux de circulation semblaient durer plus longtemps que d'habitude, et les souvenirs dans ma tête défilaient plus vite que je ne pouvais les traiter. Quelques minutes après avoir quitté le café, mon téléphone a commencé à vibrer. Un premier appel, puis un deuxième, puis un autre, sans arrêt. Quand je me suis arrêté à un feu rouge près de la rivière Charles, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. C'était le 12e appel. Au moment où j'ai atteint mon quartier, le nombre était monté à 23. Je n'ai pas répondu une seule fois, non pas parce que je ne les entendais pas, mais parce que je savais exactement ce que j'entendrais si je le faisais. Des mensonges rafistolés à la hâte, des excuses bricolées dans la panique. Le téléphone est resté silencieux pendant quelques minutes, puis a de nouveau vibré. Un message vocal. Je l'ai écouté en haut-parleur alors que j'étais garé sur un parking en bord de route. Sa voix est parvenue, tremblante mais essayant de rester calme. Stella, tout ce que tu as vu n'était qu'un malentendu. Je peux expliquer. S'il te plaît, donne-moi une chance d'expliquer. J'ai arrêté le message à mi-chemin.
Non pas parce que je ne voulais pas l'entendre, mais parce que j'en avais déjà trop vu. Il y a des images qui, une fois qu'elles entrent dans vos yeux, aucune explication ne peut effacer. Je suis resté longtemps dans la voiture, regardant la pluie glisser sur le pare-brise en filet. À ce moment-là, j'ai compris que si je me laissais réagir émotionnellement, je perdrais le contrôle, et je ne pouvais pas permettre que cela se produise. J'ai ouvert mon application de messagerie, j'ai lentement tapé les mots, et j'ai envoyé le même message à Daniel et à Riley. Juste une courte phrase, sans émotion, sans explication. Rassurez-vous, je ne ferai rien de stupide comme vous pourriez l'espérer. J'ai appuyé sur envoyer, j'ai posé le téléphone face contre la banquette passager, et pour la première fois depuis que j'étais entré dans ce café, j'ai pris une profonde inspiration. Je savais très bien que ce message ne leur apporterait pas la paix. Il les terrifierait. Car pour ceux qui cachent une culpabilité, la chose la plus effrayante n'est pas un cri. C'est le silence de celui qui a tout vu, mais n'a pas dit un mot. Je le savais, et il le réaliserait bientôt aussi. Le message que je venais d'envoyer n'était pas un réconfort. C'était un vide. Un vide assez grand pour que l'imagination des coupables les ronge toute la nuit. J'imaginais mon mari fixant l'écran de son téléphone, attendant un message de suivi qui ne viendrait jamais. J'imaginais Riley lisant la phrase encore et encore, essayant de deviner si j'étais en colère, dévasté, ou si je préparais quelque chose de bien pire. Mon téléphone a vibré quelques fois de plus, appel manqué, message non distribué, puis le silence. Ce silence n'était pas parce qu'il s'était calmé, mais parce qu'ils avaient commencé à avoir peur. Peur que j'ai parlé à Gabriel. Peur que j'ai pris plus de photos. Peur que je sois assise quelque part, planifiant calmement quelque chose dans un état de contrôle qu'ils ne pouvaient plus saisir. Je n'avais rien d'autre à faire cette nuit-là. L'attente elle-même était déjà la première punition. J'ai démarré la voiture, j'ai roulé droit vers le centre-ville, mais je n'ai pas tourné sur la route familière qui menait à notre maison. Je n'étais pas prête à entrer dans cette maison de 3 chambres où tout était soudainement devenu suspect. Le canapé, le lit, les soirées tranquilles que j'avais autrefois crues paisibles. J'ai mis le cap sur Back Bay et je me suis arrêté devant le Mandarin Oriental. L'hôtel brillait de lumière, calme et détaché de tout ce que je venais de laisser derrière moi. Quand j'ai reçu la clé de la chambre à la réception, ma voix semblait étrangement composée en disant mon nom. J'ai tiré ma petite valise dans l'ascenseur, les portes se refermant derrière moi, reflétant mon visage sur la surface métallique froide. Pas de larmes, juste un vide lourd qui pesait sur ma poitrine. Dans la chambre, j'ai posé mon téléphone sur le bureau, j'ai éteint la sonnerie, et je suis resté longtemps près de la fenêtre, regardant Boston la nuit. La ville continuait de fonctionner comme elle l'avait toujours fait, et je me tenais sur la ligne la plus mince entre devenir une femme trahie en silence et une femme sur le point de décider de ses propres mains de ce qui allait se passer. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Non pas parce que je pleurais, mais parce que de vieux souvenirs continuaient de remonter lentement mais sûrement, comme si mon cerveau se forçait à auditer toutes les relations qui avaient autrefois été le fondement de ma vie. Gabriel est apparu le premier dans ce flot de souvenirs. Je le connaissais depuis les dernières années du lycée à Boston, à l'époque où tout était encore simple et sincère. Nous étions dans la même classe, nous étudions ensemble pour les examens, et nous avons traversé le genre de moment où les amis peuvent devenir une seconde famille. Pour moi, Gabriel a toujours été plus comme un grand frère qu'autre chose, quelqu'un qui me comprenait assez profondément pour que nous n'ayons jamais eu besoin de trop parler. Riley est arrivée plus tard, quand nous étions déjà à l'université. Elle aimait Gabriel avec intensité, l'a soutenu pendant plus de 10 ans, depuis l'époque où ils luttaient tous les deux jusqu'à ce que sa carrière commence enfin à prendre forme. Je pensais que ce genre d'endurance était une preuve d'amour. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer les regards fugaces que Riley lançait chaque fois que Gabriel et moi parlions, les questions en apparence désinvoltes qui portaient toujours une pointe de suspicion, les silences inconfortables que seuls les intéressés pouvaient sentir. Elle ne l'a jamais dit, mais la jalousie était toujours là, silencieuse et implacable. La vérité est qu'entre Gabriel et moi, il n'y a jamais rien eu qui ait dépassé la ligne de l'amitié. Pas de messages ambigus, pas de contacts inappropriés, pas un seul moment qui avait besoin d'être caché. Et ironiquement, c'est cette pureté même qui a rendu Riley plus mal à l'aise. Car quand il n'y a pas de faute à laquelle se raccrocher, les gens commencent à imaginer des choses bien pires. Et j'ai réalisé que le passé que j'avais cru solide avait probablement déjà été déformé dans l'esprit de Riley il y a longtemps, assez longtemps pour qu'elle croie que si ce n'était pas moi, il y aurait toujours une autre femme qu'elle devrait vaincre. Et j'ai soudain compris que dans l'histoire,
peut-être que je n'avais jamais vraiment été la menace de Riley, juste son excuse. Le lendemain matin, juste après avoir terminé mon service, mon téléphone a vibré sans arrêt dans la poche de ma blouse. Je n'ai même pas eu besoin de vérifier pour savoir de qui il s'agissait. Quand j'ai déverrouillé l'écran, le nombre m'a fait expirer doucement. 12 appels manqués, tous de Riley. Puis est venu un long message, son ton passant de la supplication à l'anxiété, me priant de lui donner une chance d'expliquer les choses clairement. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé ce message non lu pendant près d'une heure, puis j'ai répondu par une seule ligne courte, froide mais assez polie. On peut se voir. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un petit salon de thé près de l'hôpital, un endroit où je m'arrêtais souvent pour quelques minutes de calme entre les services. Le salon était lumineux avec de grandes fenêtres en verre, privées mais pas étouffant. Je suis arrivé la première, j'ai choisi une table près de la fenêtre et j'ai commandé une théière. Quand Riley est entré, j'ai immédiatement remarqué que quelque chose était différent. Un manteau ample, sa main reposant instinctivement sur son ventre alors qu'elle s'asseyait, sa silhouette n'étant plus aussi mince que les dernières fois où je l'avais vue. À ce moment-là, j'ai su. Pas besoin de demander. Riley a évité mon regard, sa voix petite et rapide, comme si elle avait répété. Tu as mal compris. Je demandais juste de l'aide à ton mari pour l'assurance maternité. Il travaille dans le secteur des assurances, tu sais. Elle a esquissé un sourire forcé, peu convaincant. Je ne l'ai pas interrompu. J'ai juste jeté un coup d'œil au léger renflement sous ses vêtements, quelque chose que l'éclairage du café ne pouvait cacher. Les signes de grossesse étaient trop évidents pour être qualifiés de malentendus. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai rien demandé de plus. J'ai ouvert mon téléphone, je l'ai posé doucement sur la table et j'ai tourné l'écran vers elle. La photo du café est apparue, claire, sans ambiguïté. Riley sur les genoux de Daniel, ses bras autour de son cou, sa main posée exactement là où elle essayait maintenant de se cacher. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre une cuillère teintée contre une tasse de thé. Riley a regardé l'image, ses lèvres bougeant, mais aucun son n'en est sorti. Plus d'explications, plus d'histoires de conseils en assurance, juste la vérité nue entre nous, froide et indéniable. Riley a fixé l'écran du téléphone pendant quelques secondes de plus, puis l'a lentement repoussé vers moi comme si c'était quelque chose de sale qu'elle ne voulait pas toucher. Elle est restée silencieuse longtemps, assez longtemps pour que je réalise une chose. Elle n'avait pas honte. Ce qui se déroulait dans l'esprit de Riley à ce moment-là n'était pas du regret. C'était du calcul. Quand elle a levé les yeux, son regard avait changé, durci, plus aiguisé, et complètement dépourvu de la panique antérieure. Tu ne comprends pas toute la situation, a dit Riley, sa voix baissant, portant une frustration contenue. C'est bien plus compliqué que ce que tu as vu. Et puis, comme si c'était répété, elle a commencé à tout retourner contre moi. Elle a parlé de pression, de moments de faiblesse, de comment j'avais en quelque sorte rendu les choses plus difficiles simplement en étant trop proche de Gabriel. La façon dont Riley parlait, je n'étais plus la trahie, mais la faiseuse de troubles. Puis elle a mentionné Gabriel, non pas comme l'homme qu'elle aimait, mais comme un bouclier. Tu sais à quel point il m'aime, a dit Riley, sa voix ralentissant, chargée d'implication. Nous allons nous marier, plus de 10 ans ensemble. Penses-tu vraiment que s'il devait choisir, il te croirait? Cette question n'avait pas besoin de réponse. C'était une menace enveloppée dans des mots calmes. Riley voulait que je comprenne que si je parlais, je ne détruirais pas seulement une relation. Je serais étiqueté comme la jalouse, la femme qui a inventé sa propre tragédie. Tu es médecin, a-t-elle poursuivi, ses lèvres se retroussant en un mince sourire. Tu es intelligente. Tu sais comment les gens verront ça. Une photo peut être interprétée. Un moment peut être déformé. J'ai écouté sans interrompre, mon expression a changé. Plus Riley parlait, plus il devenait clair que ce qu'elle craignait le plus n'était pas la vérité. C'était le fait que je contrôlais maintenant le récit. Elle n'avait aucune idée que dès l'instant où elle s'était assise à cette table, j'avais allumé l'enregistreur dans la poche de ma blouse. Chaque mot, chaque accusation, chaque menace voilée avait été capturée, claire et intacte. Je n'avais pas besoin de le révéler pour le moment. Je devais juste rester assise là, laissant Riley exposer sa vraie nature et la laisser croire que dans ce jeu, j'étais toujours juste la femme acculée. Le lendemain matin, j'ai quitté l'hôtel plus tôt que d'habitude et je me suis rendu au cabinet de mon thérapeute dans le South End, un endroit que j'avais visité à quelques reprises pendant les années les plus stressantes de ma carrière de chirurgienne cardiaque.
La pièce familière, l'éclairage doux et la légère odeur d'huiles essentielles contrastaient vivement avec le chaos qui se déroulait dans mon esprit. Tandis que je racontais tout, du café sous la pluie à la rencontre au salon de thé, elle n'a pas interrompu une seule fois. Elle a simplement écouté, hochant la tête de temps en temps comme pour confirmer quelque chose de trop familier. Quand j'ai fini, elle a fait une pause de quelques secondes, puis a posé une question très lentement, très clairement. Voyez-vous le schéma? J'ai regardé, sur le point de répondre. Quand elle a continué, sa voix calme mais ferme. C'est un schéma classique de manipulation. Ça commence par des supplications pour gagner du temps. Quand les supplications ne fonctionnent plus, il passe au blâme pour faire douter la victime d'elle-même. Et quand les deux échouent, la dernière étape est toujours une menace. Pas de violence, mais de peur. Peur d'être isolée, incomprise, ou perçue comme la destructrice. Pendant qu'elle parlait, j'ai senti quelque chose bouger légèrement dans ma poitrine. Pas de la douleur, mais de la clarté. Je lui ai posé la question qui m'avait hanté toute la nuit. Devrais-je le dire à Gabrielle tout de suite? Elle a secoué doucement la tête. Elle a dit que ce n'était pas parce que Gabrielle ne méritait pas la vérité, mais parce que la vérité doit arriver au bon moment. Sans preuves irréfutables, parler ne ferait que transformer tout en un conflit émotionnel où le manipulateur a le dessus. Elle m'a conseillé d'attendre, d'observer, de les laisser continuer à se révéler, et surtout, de ne pas laisser l'émotion guider mes actions. J'ai quitté le cabinet de thérapie en me sentant complètement différente de quand j'y suis entré. La douleur était toujours là, mais elle ne me contrôlait plus. Je comprenais maintenant que la clarté ne vient pas de la suppression de l'émotion, mais de sa mise à sa juste place. Et pour la première fois depuis la pluie au café, je savais exactement ce que je faisais, et pourquoi je n'avais pas encore parlé à Gabrielle, du moins pas maintenant. Je suis retourné à l'hôtel, j'ai fermé la porte derrière moi, et pour la première fois depuis des jours, j'ai ouvert mon ordinateur portable avec un objectif très clair. Non pas pour m'échapper, non pas pour me morfondre, mais pour examiner les chiffres. La seule chose dans ce mariage qui n'avait jamais appris à mentir. Je me suis connecté au compte joint que Daniel et moi partagions, celui que je vérifiais rarement parce que j'avais toujours supposé qu'il était utilisé pour les dépenses familiales courantes. Mais quelques minutes seulement après avoir fait défiler les relevés, j'ai réalisé depuis combien de temps cette confiance avait été exploitée. Certaines charges ont commencé à se répéter avec une étrange régularité. Des hôtels de luxe à Boston et à New York réservés les nuits où j'étais de garde ou en déplacement pour des conférences médicales. Un voyage silencieux à Hawaï. Pas de photos. Pas d'histoire jamais partagée à la maison. Et puis une transaction qui m'a fait marquer un long temps d'arrêt. Louis Vuitton. 12 000 $. Pas un cadeau d'anniversaire que j'ai jamais reçu. Pas un article que j'ai jamais choisi. C'était pour quelqu'un d'autre. Payé avec notre argent commun d'une manière si désinvolte que c'en était effronté. J'ai continué à faire défiler. 2 autres transactions sont apparues, espacées de quelques semaines, tout au même endroit, une clinique de gynécologie privée. Mon cœur a ralenti un battement. En tant que cardiologue, je suis formé pour lire les chiffres, les chronologies et les détails apparemment dispersés pour former une vue d'ensemble. Et à ce moment-là, tout a commencé à se connecter d'une manière effroyablement cohérente. Le moment de ces paiements correspondait au moment où le corps de Riley a commencé à changer, correspondait au jour où il prétendait avoir des voyages d'affaires urgents, correspondait à la période où, dans ma naïveté, je croyais encore vivre un mariage normal. Je me suis adossé à ma chaise, fixant l'écran. Une pensée que je ne m'étais jamais autorisé à entretenir a maintenant fait surface avec une clarté dérangeante, impossible à éviter. Si Riley est enceinte et si ses dépenses n'ont rien à voir avec Gabrielle, alors la possibilité la plus probable, la plus logique, est que l'enfant n'est pas le sien, mais celui de mon mari. Je n'avais pas besoin de tirer de conclusion pour le moment. J'avais juste besoin de me souvenir de ce sentiment. Le moment où le doute a cessé d'être une émotion et est devenu une hypothèse qui exigeait des preuves. Et je savais qu'à partir de ce moment, je n'écouterais plus seulement les histoires qu'il racontait. Je suivrais la piste de la vérité, un chiffre à la fois. Alors que les faits financiers commençaient à s'aligner dans mon esprit, un vieux souvenir a refait surface avec une clarté soudaine. Il y a quelques mois, lors d'un contrôle de routine à l'hôpital où je travaille, Gabrielle et moi avons brièvement discuté après son rendez-vous. Il a mentionné Riley avec une pointe de malaise dans la voix. Il a dit qu'elle avait beaucoup changé ces derniers temps, s'habillant plus audacieusement, portant un maquillage plus prononcé,
utilisant des parfums chers qu'elle se moquait autrefois de qualifier de tape à accent graveleuil. Plus particulièrement, Riley avait commencé à porter des sacs à main de créateurs bien au-delà de ce que son travail à la bijouterie pouvait raisonnablement lui permettre. Quand Gabrielle a demandé, elle a simplement ri et a dit que c'était des cadeaux de clients fidèles. À l'époque, je n'y avais pas beaucoup réfléchi. Mais maintenant, avec toutes les pièces qui commençaient à s'emboîter, je comprenais que Gabrielle avait peut-être suspecté quelque chose. Il ne voulait simplement pas y croire, et ce déni même avait permis à tout de durer aussi longtemps. Je suis resté longtemps assise près de la fenêtre de l'hôtel, regardant les voitures défiler dans les rues de Boston la nuit, et j'ai réalisé quelque chose de très clair. Ce qui me motivait maintenant n'était plus la douleur. C'était le besoin de plus de preuves. Non pas pour nourrir ma colère, mais pour ne leur laisser aucune place pour nier la vérité. Je savais que les téléphones sont souvent les archives les plus révélatrices de la culpabilité. Les messages peuvent être supprimés, les mots niés, mais des traces numériques subsistent toujours. J'avais besoin d'un plan assez calme pour les désarmer. J'ai d'abord envoyé un message à Riley, disant que j'avais réfléchi et décidé de pardonner, que je ne voulais pas blesser Gabrielle et que je voulais que tout s'arrête là. J'ai utilisé les mots les plus doux que je pouvais taper. Non pas parce que je la croyais, mais parce que j'avais besoin qu'elle me croie. Peu de temps après, Daniel a rappelé. Sa voix était si soulagée que j'ai failli rire. Ce soir-là, il est arrivé au Mandarin Oriental avec un énorme bouquet, jouant à la perfection le rôle du mari plein de remords. Sur le chemin du retour, il a beaucoup parlé de l'avenir, de réparer les choses, de la façon dont nous devrions tout laisser derrière nous. J'ai écouté, hoché la tête quand c'était approprié, suis resté silencieuse quand c'était nécessaire. Je savais que quand quelqu'un pense s'en être tiré, c'est à ce moment-là qu'il baisse le plus sa garde. Cette nuit-là, quand nous sommes rentrés à la maison, tout semblait étrangement familier. Le salon, la chambre, le lit, tout était pareil, sauf moi. Quand mon mari est entré dans la douche, le bruit de l'eau qui coule constant en arrière-plan, j'ai pris son téléphone avec un calme surprenant. Je savais exactement ce que je cherchais. Je suis allé dans le dossier de la corbeille de l'album vidéo, où les choses que l'on croit disparues attendent en fait d'être retrouvées. Et elle était là, une vidéo de plus d'1 heure. Expéditeur, Riley, destinataire, Gabrielle. Je l'ai ouverte, bien que chaque partie de moi ait envie de vomir. L'image qui est apparue m'a fait m'agripper au cadre du lit pour me soutenir. Ils étaient dans ma chambre, sur le lit même que je croyais être l'endroit le plus sûr de ma vie. L'horodatage brillait sur l'écran, correspondant parfaitement au jour où j'étais dans le Vermont pour m'occuper de mon père après son accident. Plus de doute, plus d'hypothèse, juste une vérité répugnante et nue qui me regardait en face. Et à ce moment-là, j'ai su que toutes les limites avaient été franchies, et qu'il n'y avait plus de chemin de retour possible. Étrangement, je n'ai pas pleuré. Non pas parce que j'étais devenu insensible, mais parce que les larmes ne servaient plus à rien ici. La douleur en moi n'a pas explosé. Elle s'est enfoncée, s'est épaissie, puis s'est transformée en quelque chose de complètement différent. Une conscience froide et claire. Je me suis assise sur le bord du lit, le téléphone toujours ouvert à la main, et pour la première fois, j'ai regardé la vérité en face sans me détourner. Si je gardais le silence, si je continuais à jouer le rôle de l'épouse compréhensive, la seule personne qui paierait le prix serait moi, pas eux. Je serais celle sacrifiée petit à petit pour le confort et la tromperie de ceux qui avaient choisi la trahison. J'ai supprimé la vidéo de l'écran, j'ai remis le téléphone à sa place d'origine, puis je suis allé dans la salle de bain des invités et je me suis lavé les mains pendant un long moment, comme si j'essayais de frotter quelque chose qui venait de s'accrocher à ma peau. Quand je me suis regardé dans le miroir, le visage qui me fixait n'était pas celui d'une femme qui venait de découvrir l'infidélité de son mari. C'était le visage de quelqu'un qui comprenait maintenant les règles du jeu et n'avait aucune intention de perdre. Je savais une chose avec certitude. Si je voulais mettre fin à cela, je ne pouvais pas agir sous le coup de la rage. J'avais besoin de temps. J'avais besoin qu'il croie que les choses s'étaient calmées. Le lendemain matin même, j'ai envoyé un message à Riley. Juste un court texto, au ton doux, disant que j'avais réfléchi et décidé de pardonner, que je ne voulais pas blesser Gabrielle et que je voulais que tout s'arrête là. Je n'ai pas attendu de réponse. Je savais que le simple fait de recevoir ce message suffirait à la faire respirer plus facilement. Ce soir-là, allongé à côté de mon mari, j'ai parlé nonchalamment, comme si ce n'était qu'une pensée passagère avant de dormir. Cela faisait 3 ans que nous n'avions pas organisé de grande fête à la maison. Tous les deux trop occupés par le travail.
J'ai dit que la sensation d'être entouré de gens me manquait. Les rires, le rassemblement sous un même toit me manquait. Ses yeux se sont illuminés instantanément. Le soulagement sur son visage était à peine dissimulé. Il a suggéré presque sans réfléchir, pourquoi ne pas organiser une fête d'anniversaire pour nos 8 ans de mariage? Inviter la famille, les amis, les collègues pour un rassemblement chaleureux. J'ai souri et hoché la tête en signe d'accord, comme une femme donnant une dernière chance à son mariage. Mais dans mon esprit, cette fête avait déjà une forme très différente. Je ne pensais pas aux fleurs ou au vin. Je pensais à l'éclairage, au son, à la liste des invités, et au moment où la vérité serait mise exactement là où elle devait être. Je suis resté immobile dans le noir, écoutant la respiration régulière de l'homme à côté de moi, et j'ai commencé tranquillement à préparer la scène pour une fin qu'ils n'ont jamais vue venir. La fête a eu lieu dans un hôtel luxueux au cœur de Boston, où de hautes salles devaient refléter les lumières comme une scène toute prête pour des moments qui ne pouvaient être repris. Je suis arrivé plus tôt que l'heure de début officielle, portant une robe au ton neutre, un maquillage juste ce qu'il faut, un sourire parfaitement placé. Personne n'aurait pu deviner que sous cet extérieur calme se cachait un scénario préparé dans les moindres détails. Les invités ont commencé à arriver en nombre croissant. Les deux côtés de la famille, des visages familiers de rassemblements passés, des félicitations répétées comme un rituel. Les collègues de Daniel sont arrivés en petits groupes, poignées de main fermes, bavardage poli sentant le travail. Puis j'ai vu son patron entrer, costume parfait, les yeux vifs avec le regard scrutateur de quelqu'un qui se souciait toujours de l'image et de la réputation. Tout s'est déroulé sans accroc, comme la fête d'anniversaire modèle d'un mariage modèle à Boston. Aucune fissure apparente à la surface. Et puis, à l'entrée de la salle, j'ai vu Gabriel. Il a fait une pause d'une seconde avant de s'avancer, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. À ses côtés se trouvait Riley, la main légèrement posée sur son ventre, le visage soigneusement maquillé, le sourire figé. Ses yeux ont balayé la pièce, sont passés devant moi, puis se sont rapidement détournés. Je me suis approché pour les saluer, poli, posé, comme une vieille amie revoyant des visages familiers. Personne dans cette pièce ne savait que leur présence ce soir était la dernière pièce dont j'avais besoin. Alors qu'une musique douce jouait et que des verres étaient levés pour des toasts, je me tenais au centre de la pièce, écoutant le son mêlé des rires et des bavardages, et je savais avec une parfaite clarté. Cette soirée n'était pas destinée à sauver un mariage. Elle a été construite pour que la vérité ait des témoins, et tous ceux qui avaient besoin de la voir étaient ici ce soir. Alors que le tintement des verres commençait à s'estomper et que tous les yeux commençaient à se tourner vers moi dans un rituel familier, je me suis avancé. Je n'ai pas pris le micro tout de suite. J'ai laissé la pause s'étirer quelques secondes de plus, juste assez pour que la pièce retienne son souffle avec le mien. Puis j'ai fait un petit signe de tête au technicien qui se tenait près du grand écran derrière moi. L'écran s'est allumé. Pas d'introduction, pas de musique, juste des images brutes, brutalement claires. La vidéo est apparue. Mon mari est Riley dans une position qu'aucune excuse ne pouvait justifier. Un espace familier s'est révélé en quelques secondes, ma chambre, le lit, la lampe de chevet, même le tableau encadré que j'avais choisi. J'ai entendu quelqu'un halter quelque part dans la pièce. Daniel est resté figé, le visage vidé de toute couleur. Riley a reculé d'un demi-pas, la main couvrant instinctivement son ventre. À la fin de la vidéo, avant que je ne dise un mot, l'enregistrement audio a commencé. La voix de Riley, claire, non montée, indéniable. Chaque accusation, chaque menace voilée, la façon dont elle utilisait Gabriel comme bouclier, la façon dont elle laissait entendre que si j'osais parler, je serais perçu comme une femme jalouse. Je n'avais pas besoin de les regarder pour savoir ce qui se passait. La tête de Gabriel s'est inclinée, les poings serrés, comme s'il essayait de retenir quelque chose qui venait de se briser en lui. Quand l'enregistrement s'est terminé, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai fait un dernier geste. Sur l'écran, un document est apparu, noir et blanc, sans émotion, un résultat de test ADN. Le nom de Daniel était clairement indiqué sous « père biologique ». Le chiffre 99% était entouré en gras, comme un verdict qui n'avait besoin d'aucune explication supplémentaire. J'ai entendu un verre tomber. Quelqu'un s'est couvert la bouche. Quelqu'un d'autre s'est tourné pour regarder le patron de Daniel comme s'il attendait sa réaction. Toute la salle est tombée dans le silence. Pas un murmure, pas un chuchotement. Seulement le silence lourd de ceux qui venaient d'assister à la vérité exposée complètement, irréversiblement. Je suis resté là, sous les lumières, sans trembler,
sans pleurer, et j'ai compris. À partir de ce moment, cette histoire n'appartenait plus aux mots de personne. La vérité avait parlé, et elle avait parlé assez fort pour que personne ne puisse prétendre ne pas l'avoir entendue. Le silence a duré quelques secondes de plus avant que Gabriel ne s'avance. Il ne m'a pas regardé d'abord. Il a regardé droit vers Riley. Ce regard n'appartenait plus à un homme sur le point de se marier, mais à quelqu'un qui venait de se réveiller d'un long rêve toxique. Sa voix était profonde, claire, stable. Il a annoncé que le mariage était annulé. Aucune permission demandée, aucune explication supplémentaire, juste une phrase, suffisante pour rompre plus de 10 ans d'attachement devant une salle pleine de gens. Riley est restée figée, les lèvres bougeant comme si elle essayait de dire quelque chose, mais personne n'a attendu qu'elle parle. Tout ce qui a suivi s'est passé plus vite que je ne l'avais prévu. Les chuchotements n'étaient plus retenus. Les téléphones sont sortis. Les regards se sont déplacés en quelques minutes. Pour quelqu'un qui vivait de son image comme Riley, c'était le véritable effondrement. La nouvelle s'est répandue dans leur cercle social si vite qu'elle n'a pas eu le temps de réagir. Son travail à la bijouterie, celui dont elle avait été si fière, a disparu quelques jours plus tard, terminé par un court et froid appel téléphonique. La réputation qu'elle avait soigneusement construite s'est effilochée plus vite que n'importe quelle explication ne pouvait la sauver. Quant à Daniel, il n'a pas eu besoin d'attendre le lendemain matin pour comprendre les conséquences. Son patron avait quitté la fête plus tôt, son visage rempli d'une déception et d'une colère indubitable. Un chef de département dans une compagnie d'assurance ne peut pas survivre après avoir été publiquement exposé pour inconduite morale, surtout quand cela s'est déroulé devant des collègues et des clients. Quelques jours plus tard, il a été licencié. Pas d'argument, pas de négociation. Chaque porte qu'il croyait autrefois sûre s'est maintenant fermée une par une. Je me tenais au milieu de toute cette ruine. Ni triomphante, ni vide. J'ai simplement ressenti une chose avec une clarté saisissante. Quand la vérité est mise à sa juste place, elle n'a pas besoin que je fasse autre chose. Les traîtres s'effondrent sous le poids de leurs propres actions. Et pour la première fois depuis longtemps, je savais que je n'étais plus dans l'œil du cyclone. J'en étais sorti. J'ai demandé le divorce peu de temps après, un matin étrangement calme à Boston. Il n'y a eu ni larmes, ni hésitation, juste une signature à poser exactement là où il le fallait, comme si j'accomplissais une procédure nécessaire pour continuer à vivre. J'ai quitté la maison de 3 chambres avec un jardin, autrefois appelé un foyer, et j'ai emménagé dans un appartement plus petit et plus net, juste assez pour moi et le silence que j'avais négligé pendant bien trop longtemps. Le nouvel espace ne portait aucun vieux souvenir. Il m'a donné un sentiment de légèreté, comme une profonde inspiration après l'avoir tenu trop longtemps. Quand les choses ont commencé à se calmer, j'ai fait quelque chose dont j'avais rêvé pendant des années, mais que j'avais toujours repoussé à cause du travail et de responsabilités sans nom. J'ai visité le refuge pour animaux de Boston, où l'odeur de désinfectant se mêlait aux aboiements familiers de vie en attente d'une autre chance. Je ne cherchais rien de spécifique. Je savais juste que j'étais prête. Et puis je l'ai vu. Un chien de la brigade canine, à la posture stable, aux yeux calmes, soigneusement entraîné, mais portant toujours le regard méfiant d'un passé qui avait été abandonné. Nous nous sommes regardés longtemps, comme si nous comprenions tous les deux que nous avions enduré assez de brisures pour apprécier vraiment le lien qui compte. 2 jours plus tard, le refuge m'a appelé. J'y suis retourné et je l'ai ramené à la maison. Pour la première fois depuis des années, je ne suis plus rentré seul dans mon appartement. L'ancienne maison a été vendue peu de temps après. 3 mois plus tard, le tribunal a rendu son jugement final. Chacun de nous recevrait 50% des biens, conformément à la loi. Pas de parti pris, pas de pitié. Je suis sorti du tribunal avec un sentiment de plénitude, non pas à cause de l'argent ou du résultat, mais parce que je ne m'étais pas perdu dans le processus. Quand tout s'était calmé, je me suis assise près de la fenêtre de mon nouvel appartement, mon chien de la brigade canine reposant à mes pieds. La ville de Boston s'étendait devant moi, et j'ai compris quelque chose de très clair, de très simple. La vérité n'a pas besoin de crier. Elle démantèle les menteurs toute seule. 6 mois après que tout se soit effondré, ma vie n'est pas retournée au bruit. Elle s'est simplement améliorée, tranquillement, jour après jour. J'ai été nommé chef du département de cardiologie, non pas à cause de mon histoire personnelle, mais à cause des cas difficiles que j'avais suivis jusqu'au bout, des recherches cliniques que je n'avais jamais abandonnées et des longues gardes de nuit que je faisais juste pour m'assurer que mes patients étaient en sécurité. Quand j'ai reçu la nomination,
je n'ai pas eu l'impression d'avoir gagné quoi que ce soit. J'ai simplement senti que mes capacités avaient enfin été mises là où elles devaient être, non pas éclipsées par un mariage qui m'avait autrefois vidé de ma vie. Le travail m'a emmené plus loin. J'ai commencé à assister à des conférences de cardiologie à travers le pays, Chicago, San Diego, puis New York. Lors d'un symposium avancé à Manhattan, au milieu de longues tables rondes et de diapositives remplies de données, j'ai rencontré David. Il ne m'a pas impressionné par son charme, mais par sa façon d'écouter. Nous nous sommes tenus l'un à côté de l'autre après une présentation, puis nous nous sommes assis et avons parlé d'abord de nouvelles techniques interventionnelles, de cas complexes, des décisions difficiles que seul quelqu'un de notre domaine pouvait comprendre. La conversation a duré tout un après-midi, et aucun de nous n'a vu le temps passer. Je ne sais pas quand j'ai commencé à aimer David. Il n'y a pas eu de coup de foudre, pas de promesse hâtive, juste le calme qui venait en parlant à quelqu'un qui ne me faisait pas sentir que je devais être sur mes gardes, qui n'avait pas besoin que j'explique mon passé. Quand je l'ai réalisé, j'ai souri doucement. Non pas à cause d'un nouvel amour, mais parce que je savais que j'étais vraiment entré dans un nouveau chapitre de ma vie, un où je n'aimais plus par manque ou par peur, mais depuis un lieu de plénitude et de liberté que j'avais construit pour moi-même. 1 an après avoir rencontré David à cette conférence, nous nous sommes mariés lors d'une petite et simple cérémonie, sans faste, avec seulement ceux qui nous comprenaient vraiment et nous souhaitaient du bien. Pas de vœux dramatiques, pas de grandes déclarations, juste 2 adultes qui avaient tous deux survécu à leur propre peine de cœur, choisissant de rester ensemble par respect et par paix. 2 semaines après le mariage, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je me souviens si vivement de ce moment. Pas de panique, pas de peur, juste une quiétude remplie de gratitude. David m'a tenu dans ses bras longtemps, puis a décidé de déménager à Boston de manière permanente. Pas d'hésitation, pas de persuasion nécessaire, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Les matins qui ont suivi ont commencé à changer. David se levait tôt, préparait mon petit déjeuner préféré, ouvrait les fenêtres pour laisser la lumière du soleil inonder notre petit appartement pendant que j'étais assise à table, la main sur mon ventre, écoutant la ville se réveiller lentement. Le week-end, nous allions ensemble au refuge pour chiens, faisant de petites choses, promenant les chiens, nettoyant les chenils, donnant de la nourriture, mais cela me remplissait d'une manière que je n'avais pas prévue. Mon chien de la brigade canine marchait toujours à nos côtés, calme et loyal, comme s'il comprenait lui aussi que cette famille était bâtie sur des choix bienveillants. 8 mois plus tard, j'ai donné naissance à une petite fille. Elle avait les yeux de David, profonds et doux, mais son nez et sa bouche ressemblaient tellement aux miens que je riais chaque fois que je la regardais. Ce n'était pas un miracle. C'était simplement le résultat naturel d'une vie enfin remise sur les rails. Lors de ses premières nuits, pendant qu'elle dormait dans son berceau, notre chien de la brigade canine était couché à côté d'elle, immobile, gardant tranquillement son sommeil comme un vieux soldat qui avait trouvé une nouvelle raison de rester. Je me tenais là, dans la pièce silencieuse d'une nuit de Boston, regardant ma petite famille, et j'ai compris quelque chose de magnifiquement simple. Le bonheur ne vient pas de la victoire sur quelqu'un ou de la preuve de quelque chose au passé. Il vient quand nous sommes assez courageux pour quitter ce qui nous fait mal et assez patients pour reconstruire nos vies avec des choix bienveillants, un jour à la fois. C'est mon histoire. Je ne la partage pas pour prouver que je suis plus forte que quiconque. Mais pour dire ceci, une femme n'a pas besoin de crier pour être respectée. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est de la clarté pour s'éloigner, du courage pour dire la vérité, et la patience de reconstruire sa vie de la manière la plus bienveillante possible pour elle-même. Et si cette histoire résonne en vous, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime pour me soutenir. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les futures histoires. Des histoires sur la vérité, les limites, et comment une femme peut recommencer, lentement mais sûrement.